Quelle a été entre guillemets, l'objectif qui t'avait été fixé ou la définition de ton poste et de ton projet à ce moment-là? En fait, on parlait de l'omnicanal depuis pas mal d'années dans le retail, c'est-à-dire la capacité pour un client d'avoir la même expérience de marque online et offline. Et ça, j'ai envie de dire, depuis 2009, c'était déjà un peu dans les clous. Et puis 2018, on est vraiment dans le décodage de tout ce qui est business économie de plateforme, type Airbnb, Uber, comment ça marche, comment on peut faire pour créer du business avec des tiers. Et on a vu avec Philippe à l'époque le business model plateforme comme une capacité de se développer au niveau d'ADO plus largement qu'un retailer classique qui contrôle tout de A à Z, puisqu'il y a beaucoup de pans de notre métier que l'on ne peut pas faire seul en fait. Construire une maison, travailler dans le monde de l'habitat, ça se fait dans un écosystème d'artisans, de fournisseurs, de normes, même les mairies. Enfin voilà, construire une maison, c'est un projet complexe et Leroy Merlin seul ne peut pas atteindre tous les marchés. Et donc on avait cette vision, on l'a toujours, de développer le marché plus loin et donc d'être un leader d'écosystème. Et pour ça, les plateformes technologiques ouvertes sont un must-have, c'est obligatoire. Donc je voyais une continuité déjà à une expérience omnicanal vers un business model plateforme et ça, je trouvais ça vraiment super, super intéressant. Et on t'avait chargé du coup d'essayer d'intégrer ce modèle plateforme pour le groupe et d'harmoniser l'écosystème technologique et process d'un groupe qui contient à l'époque 23 sociétés et combien de pays étaient concernés? Au moins 13 pays et oui, plus d'une vingtaine de sociétés à l'époque. Et combien de salariés à ce moment-là? On devait être autour de 120 000, je pense, avant 2018. Ok. Et quand on commence et que tu vois, tu t'arrives tu rentres en France, tu t'apprêtes à adresser ce chantier, on commence par quoi concrètement? Le plus important, je pense, ça a été d'établir une vision claire de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire un décodage de la vision stratégique de l'entreprise en vision technologique. Et expliquer ça, et le construire d'un point de vue structurel, donc évidemment une partie technologique, comme on va faire avec les API, les plateformes tech, etc. Mais d'un point de vue culturel, comment on transforme les états d'esprit entre de l'IT classique à un mindset digital beaucoup plus agile, beaucoup plus orienté business. Ça a été un peu complexe à monter, mais nécessaire en fait. Au départ, faut prendre le temps de bien le faire, parce qu'en fait, une fois qu'on a bien explicité sa vision, sa stratégie, après, il faut de l'huile de coude et la mettre en place, mais on change pas de chemin en fait, on change pas d'objectif de North Star comme on dit chez nous. Tu parles faut de l'huile de coude, faut aussi des budgets, faut aussi un sponsorship du management. Visiblement, toi et Philippe, à ce moment-là, vous étiez hyper alignés parce que toi, tu t'engages t'as dû décoder une vision d'entreprise que t'as, entre guillemets, épousée, que tu partageais. Et ensuite, il fallait la décliner. À ce moment, quand on parle de budget, vous aviez déjà une idée de la globalité du projet? Où finalement vous aviez un peu, vous naviguiez à vue et vous dites ok, on se donne 1 an, 2 ans, 3 ans, mais est-ce que aujourd'hui on est 6 ans après, vous aviez la perspective à ce moment-là de l'ampleur de la tâche que vous avez réalisée? En grosse maille, oui. C'est-à-dire qu'on savait, en plus, nos concurrents, néanmoins pas sur les mêmes territoires américains, Home Depot, étaient passés par une transfo où effectivement ils avaient sécurisé une énorme partie de budget d'investissement pour faire cette transfo, donc on savait qu'une transformation, c'était pas gratuit, quoi. Que ça allait pas être au même niveau d'investissement qu'historique pour se dire, ok, demain on change et ça va être pareil. Donc ça, on le savait. On a mis les moyens qu'on pouvait. Donc évidemment, par rapport à chaque strate, on peut mettre une certaine somme pour se transformer. Et on l'a fait. Alors après, on s'est donné un cap à peu près du nombre d'années. Mais quand on parle d'un groupe de plus de 30 milliards, il y a plein d'aléas au fil des années. En plus, là, on a vécu. On va bien voir. Oui, on a vécu quand même pas mal de secousses. Donc, c'est impossible d'avoir une sorte de prise en compte de la transformation digitale comme un projet en se disant, OK, ça a une deadline, on va faire ça en 3 ans et après c'est plié. C'est impossible. Et en plus, c'est même dangereux parce qu'en fait, c'est pas un projet, une transformation digitale. C'est un changement culturel dans l'entreprise. C'est faire en sorte que la techno est présente partout, tout le temps, et pour toujours. Donc
Donc en fait, c'est se dire pour moi, c'est changer de palier. C'est dire ok, j'ai utilisé un certain budget pour faire de la tech. Maintenant, je suis à un autre budget parce que j'ai pris conscience que ce sera de manière permanente un game changer ou un différentiel compétitif, quoi. Et tu as le sentiment que le management à ce moment-là avait capté que ADO allait devenir une boîte tech, quoi. Peut-être pas à ce moment-là, mais ça s'est beaucoup renforcé un peu plus tard après avec le Covid. Mais en tout cas, la conscience que si les systèmes sont pas en rendez-vous, il y aura pas d'avenir. Ça, oui. Je pense qu'il y a eu plusieurs alertes, des systèmes d'information qui s'arrêtent. Vous savez, en retail, c'est simple, un système d'information qui s'arrête, c'est des caisses qui marchent plus, c'est des clients qui abandonnent leur caddie au milieu du magasin et qui se barrent. Donc c'est très concret, physiquement concret, qu'un problème. Donc ça s'est vite conscientisé. Et puis notre plus grand concurrent, c'est Amazon. Et c'est dur pour un retailer physique qui se demande comment fait Amazon, comment c'est possible en fait de gérer des millions d'SKU. C'est grâce à la tech. Donc Amazon c'est une boîte de supply et une boîte de tech avant tout. Et il a fallu, les résultats montrent que nos dirigeants ont compris par les résultats financiers, mais ils ne savaient pas forcément comment, en fait. Et donc, c'est ça qu'il a fallu décoder et leur expliquer. Et tu sens que les équipes, parce que c'est quand même un projet global, pour le coup, étaient mûres à se moderniser, à se remettre en question et à changer. J'imagine que vous avez dû les accompagner aussi dans ce changement-là, mais les équipes étaient prêtes à pivoter? Oui, parce que... En tout cas, toutes les équipes technologiques étaient, vous savez, ils suivent ce qui se passe, hein, ils sont à fond sur les technos aussi. Donc, c'est pas parce qu'on est flagué boîte de retail qu'on n'a pas des geeks et des fanats de techno. Et donc, ils voyaient très bien le cloud, ils voyaient très bien toutes ces technos à l'époque en 2018 être présentes ailleurs ou même sur le papier, je veux dire dans les blogs tech. Et forcément, quand on est dirigeant et qu'on leur donne envie de se lancer là-dedans, les mecs, ils sont à fond, quoi. C'est excité, au contraire, ils deviennent moteur assez rapidement. Bien sûr, ils deviennent moteur. Et puis, si la vision est claire et si le chemin et on enlève les pavés du chemin, j'ai envie de dire, après, eux, ils foncent, ils sont à fond. Il y avait combien de personnes dans la tech au départ? Je sais pas, 1500 peut-être. Et aujourd'hui, vous êtes 3000 au moins. 3000 1500, je serais pas à dire, parce que j'avais pas le compteur exact à l'époque, mais on en a. C'est un bon x2. x2, x3, facile. x2, x3. Comme il y a plusieurs aspects dans ce que tu dis et dans le projet que j'aimerais décortiquer avec toi, c'est la transformation humaine, on va en parler là, et à la transformation aussi de la partie un peu process, mindset, d'une approche projet à une approche product, et après toute la partie un peu tech, choix des composants, déploiement de ces composants et construction de l'archi. Sur la partie humaine, comment est-ce qu'on aborde ce changement au niveau des équipes et la formation? Est-ce qu'on recrute des nouveaux? Est-ce qu'on forme l'existant? Parce que vous avez quand même une sensibilité humaine plus marquée chez vous qu'ailleurs. Et est-ce qu'on se dit à ce moment-là, non, on va faire évoluer les équipes, mais bon, j'imagine que les compétences, parfois, il faut les recruter à l'extérieur pour les inventer. Mais comment vous avez mené cet aspect humain fondamental dans ce projet? Chez ADO, l'humain est au cœur. C'est depuis toujours, en fait. On avait dès le début envie d'embarquer tout le monde dans cette transformation. Donc après, effectivement, il y a eu beaucoup de programmes de reskilling, de formation, spécialement au product, mais même à l'ingénierie, puisque historiquement, on n'avait pas beaucoup de tech lead et de dev internes, donc on a recruté aussi pas mal sur ces types de métiers. Mais on croit beaucoup à l'hybridation, quoi. Donc en gros, l'expérience d'entreprise, la connaissance de nos boîtes, de notre culture, c'est tout aussi fondamental que la connaissance technique du cloud ou de tel ou tel langage, ou même technique du product management. Faire atterrir un produit chez nous, dans nos BU, dans les magasins, c'est pas simple. Donc c'est en mixant les deux, en fait, qu'on a réussi à transformer la boîte. La contrainte, c'est que ça prend un peu plus de temps, c'est vrai, c'est peut-être un petit peu moins violent comme transformation, mais je suis pas certain qu'en ayant été plus radical, ça serait passé plus vite. Il y aurait probablement plus de pushback des business units, des magasins. Là, c'est les mêmes personnes historiques qui ont amené des nouvelles applications. On a mis par exemple beaucoup d'emphase sur l'UX. Moi, c'était un de mes drivers principaux au départ. User experience first, c'était vraiment de se dire tout ce que tu construis,
fais-le avec celui qui va l'utiliser au quotidien. Si tu fais une appli pour les magasins, va en magasin, mets-toi à côté d'un mec qui vend toute la journée des cuisines dans un Leroy Merlin, qui un samedi est face à 5-6 mecs impatients. Comment tu fais une appli qui speed? Comment tu Et ça, tes équipes, tu les as amenées comment dans ce mindset-là? C'était assez naturel ou parce que c'était les années où le product arrivait à fond et la mentalité est quand même différente entre je rédige un cahier des charges, je livre dans 6 mois un truc qui est peut-être plus d'actualité, mais ça, c'est comme ça, versus je me mets à côté de l'utilisateur, je pense, je réagis en live. Cette méthode et cette approche product, elle a été facile à implémenter selon toi? Ah oui, parce qu'elle est déjà, elle est pleine de pragmatisme. Ouais. Je veux dire, c'est assez naturel. C'est assez naturel et puis ça fait plaisir. Quand tu combines UX, agilité et product management, tes équipes, elles se sentent beaucoup plus valorisées. Elles sont proches de ceux qui l'utilisent. Elles reçoivent un feedback direct sur c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Et puis c'est beaucoup plus court en termes de retour et d'échange. Moi, ce que j'aimais pas du tout dans les cycles en V, c'est que on avait trop de proxy. En fait, on discutait avec plein de personnes, on prenait des RFP, puis on était tout seul dans l'IT à faire son projet, puis on ressortait du tunnel 6, 8, 10 mois après, et puis l'utilisateur final te disait mais c'est pas du tout ça que je voulais. Et puis il se l'approprie moins l'outil. Exactement. Donc il y a un pushback violent. Enfin il y a toute une machinerie des projets en V qui est assez infâme. Or, quand tu fais du product, tu arrives à être proche. Quand tu fais de l'UX, tu sais tout de suite si tu fais fausse route ou pas. Et puis la satisfaction, elle va de pair. C'est-à-dire que dès que ça se passe bien, les équipes te le rendent de manière assez géniale. Je veux dire, quand on te dit tu m'as fait gagner 3-4 heures par jour de trucs de galère, voilà, le product leader, il est content et ça lui fait sa journée. Et moi, c'est ça que j'aime bien voir, c'est que tout le monde se sent contributeur et productif. C'est à ça que ça sert, la tech.